Konnichiwa minasan. Ekawapolis Channel e yokoso. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une toute nouvelle série de reportages consacrés au rétrofuturisme avec des interviews exclusives d'auteurs, d'artistes et de spécialistes du genre. L'Uchronie, un genre qui réécrit l'histoire à partir d'une modification du passé. De nombreux auteurs s'appuient sur ce principe pour imaginer le monde si par exemple l'ex-URSS avait perduré, ou bien encore si Napoléon Ier avait gagné la bataille de Waterloo. Le célèbre écrivain Philippe Cadic avait même publié en 1962 Le Maître du Haut-Château, où le récit prend place dans un univers alternatif où l'Amérique aurait perdu la guerre face à l'Allemagne nazie et à l'Empire nippon. 昔、一人の女の子がいて、母親に7年も会っていませんでした。Je vous propose maintenant de rencontrer Karine Goblet et Bertrand Campès, les auteurs du Guide de l'Uchronie et membres du jury du prix ActuSF de l'Uchronie. Bonjour Karine et Bertrand, et merci d'avoir accepté mon appel afin que je puisse comprendre ce qui a bien pu se passer dans le monde dans lequel je suis actuellement. D'après des archives que j'ai découvertes tout récemment, il semblerait qu'il y a eu un point de divergence au Japon au XVIe siècle pendant la célèbre bataille de Sekigahara. Au lieu de remporter une victoire écrasante face à ses ennemis, le daimyo Tokugawa Ieyasu abdiqua en faveur du clan adverse, avec pour résultat l'émergence d'une nouvelle société et le changement radical de l'histoire de l'humanité. 100 ans avant la grande révolution industrielle en Europe, le Japon entre dans une ère de développement économique, social et industriel sans précédent, avec notamment la découverte de nouvelles technologies, mais également concernant toute la vie politique, sociale et environnementale de notre monde. Enfin, s'il s'agit bien de notre monde. Mais comment cela est-il possible? Comment fonctionne l'Uchronie? Y a-t-il des codes? C'est une louable question que tu me poses là, jeune padawan, et merci de l'avoir posée. Alors oui, l'Uchronie a des codes. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont nombreux, mais il y en a quelques-uns. Et tu dois les savoir pour pouvoir te tirer de cette épineuse situation dans laquelle tu te trouves, mon petit ami. Alors, l'Uchronie à l'origine, c'est un mot composite créé à partir de U, donc nom, et chronos, temps, donc un non-temps, un temps qui n'existe pas. Ce mot est issu lui-même de utopie, utopos, non lieu, donc à savoir un lieu imaginaire qui n'existe pas. D'où le fait que l'on tombe sur tout un tas de petits termes concernant l'Uchronie, qui peut être histoire imaginaire, histoire fictive, histoire contrefactuelle, tout cela naturellement désignant une seule et même chose, l'Uchronie. L'Uchronie, à l'origine, c'est un roman. Napoléon apocryphe ou histoire de ce qui n'est pas arrivé pour ainsi dire, à savoir un monde où Napoléon ne fait rien d'autre que conquérir le monde, car de toute façon, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre quand on est conquérant? Le véritable mot s'instaure ensuite dans un deuxième roman qui s'appelle effectivement Uchronie ou histoire de ce qui n'est pas arrivé, mais qui aurait pu. C'est devenu même l'une des phrases clés en fait de ce qui est devenu ensuite un genre. Mais je m'égare.
À partir de ces deux romans, on peut voir qu'il y a quelques, thèmes qui sont repris automatiquement. Tu as le point de divergence, c'est-à-dire le moment précis où l'histoire va basculer. Par exemple, et si les nazis avaient gagné la guerre? Et si le débarquement en Normandie avait échoué? Et si les dinosaures gambadaient encore sur notre verte planète et cohabitaient avec l'humanité? Est-ce que ça serait possible? Serions-nous devenus végans dans ce cas-là? Et si? Alors, comme le disent certains en ricanant, avec des si, on pourrait mettre Paris en bouteille. Et justement, on peut imaginer à peu près tout. Derrière le point de divergence, tu peux avoir une mise en abîme uchronique. Qu'est-ce qui se cache derrière cette situation digne d'une tartiflette? Eh bien, je te le dis en deux mots, il s'agit tout simplement d'un clin d'œil adressé au lecteur où on lui indique en fait que telle situation, n'est pas anecdotique, tout du moins pour lui. Par exemple, dans Napoléon Apocryphe, celui-ci, après avoir conquis l'Australie, faut bien s'occuper, passe à côté d'une petite formation d'îles qui s'appelle Sainte-Hélène. Eh bien, il s'arrête et décide de détruire la totalité des îles en question. Pourquoi? Eh bien, tout le monde reste surpris dans le roman, mais toi, en tant que lecteur, tu sais pourquoi. Napoléon a bien dû se poser des questions en regardant ce truc et se dire « ça me rappelle un mauvais souvenir que j'arrive pas à identifier ». Et voilà, tu as déjà deux éléments qui sont assez constitutifs de l'Uchronie qui peuvent te permettre de mieux la comprendre. À partir de là, on peut tout imaginer. L'Uchronie est un genre codifié, mais les règles sont faites pour être brisées et les codes sont faits pour être détournés. Quoi de plus jouissif que de détourner les codes? Les auteurs de science-fiction le font et récupèrent ainsi le procédé de l'Uchronie. Comment peut-on détourner un code? Eh bien c'est simple, il suffit par exemple de positionner son point de divergence très loin dans le passé et d'imaginer une intrigue dans le futur. Le point de divergence est complètement oublié. Pour autant, on a une uchronie dans un monde complètement différent. Un autre code qu'on retrouve en uchronie, c'est l'effet papillon. Comment une petite modification dans le passé peut en entraîner une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Par exemple, ici, Kim Stanley Robinson, dans Chronique des années noires, réinvente à partir du Moyen-Âge toute l'histoire de l'Europe jusqu'à nos jours. Reprend toute la trame historique, donc ça fait un beau bouquin quand même, faut le voir, en partant du principe que l'Europe a été décimée par la peste bubonique et que donc ce sont les autres peuples qui vont conquérir, faire l'histoire, etc., etc. Du côté des uchronies personnelles, on se pose la question du choix. Quelle aurait été ma vie si j'avais fait un choix différent dans mon passé, par exemple? Alors, on peut très bien revisiter la vie de personnages importants au point de vue historique ou politique, Hitler, Napoléon Bonaparte, ou des personnages qui sont beaucoup moins importants, vous, moi, votre voisin, ou des personnages qui sont connus et, par exemple, ici on a Kafka, qui n'est pas mort, qui continue sa carrière et qui influe sur tout le monde des lettres et des arts. Il existe de nombreuses œuvres littéraires ou cinématographiques qui utilisent ce genre, voire même des essais scientifiques ou des études militaires à ce sujet. Mais y a-t-il des limites à l'Uchronie? Un seuil à ne pas franchir? Quels peuvent être les dangers? Réels cette fois. Il y en a un. Il y a ce qu'on appelle les uchronies négationnistes. L'Uchronie négationniste, c'est mettre en scène, en fait, c'est utiliser, l'Uchronie pour de mauvaises raisons. C'est par exemple mettre en scène un roman où le nazisme a gagné la guerre, tout en faisant l'apologie justement d'Hitler et du nazisme. C'est par exemple faire des romans où tu vas mettre en scène effectivement une forme de racisme décomplexé ou de vision pour le moins caricaturale. Il m'est arrivé moi-même d'avoir entre les mains des romans où on dépeignait un Hitler qui était finalement très très sympathique, ou un maréchal Pétain qui nous avait tous sauvés, heureusement qu'il était là, dis donc, ce brave maréchal, et autres. Ces œuvres sont facilement reconnaissables, elles sont éditées souvent à compte d'auteur et soyons honnêtes, écrites avec des pieds plutôt qu'avec des mains, et les idées qu'elles desservent sont tellement négatives qu'il fait qu'on s'ennuie relativement rapidement à les lire.
Donc cela reste la principale, j'allais dire, ligne rouge ou noire à ne pas franchir. Car on peut faire des uchronies, par exemple, mettant en scène des États confédérés qui auraient gagné la guerre de sécession et maintenu l'esclavage. Cela permet justement de le montrer. Tu peux mettre en scène des uchronies où les nazis ont remporté la guerre, mais pour montrer à quel point justement la dictature nazie était absolument monstrueuse. Tu peux même faire une uchronie où l'Union soviétique a remporté, pour ainsi dire, la guerre froide, mais montrer, pour ainsi dire, justement, à quel point ça aurait été pernicieux pour les gens vivant sous un tel système. Tout est possible en uchronie, sauf si tu décides que tu le fais pour pouvoir établir une vérité qui ne t'est propre. Et cette vérité, c'est le négationnisme. Y a-t-il des sujets tabous dans l'Uchronie? Il y en a. Il y en a, je te dirais, il est très très rare de voir des uchronies justement sur certains thèmes sensibles. Il y a très peu d'uchronies par exemple concernant la guerre d'Indochine, il y a encore moins d'uchronies concernant la guerre d'Algérie, même si on commence à traiter non pas tant de la guerre en elle-même, mais de la période. Le temps passant, je pense que les cicatrices commencent un peu à s'estomper et qu'on commence à avoir une vision haute par rapport à certains événements qui restent quand même, j'allais dire, emblématique et symbolique de la société française et de ses failles. C'est un peu comme les États-Unis où quand on écrit des uchronies mettant en scène la guerre de sécession, généralement on évacue très très vite la question de l'esclavage liée à une victoire en fait des États sudistes en considérant qu'ils l'auraient généralement, j'allais dire, aboli à plus ou moins courte échelle. Or, rien n'est moins sûr. De notre côté, tu as ceci, où tu as des uchronies, j'allais dire politiques, façon Canada Dry, où on imagine régulièrement, au moment des élections, et si le RN arrivait au pouvoir, ou et si on instaurait une dictature, et ainsi de suite. Ce sont généralement des uchronies, j'allais dire, qui ont une durée de vie très très limitée, et qu'on oublie quasiment automatiquement. D'autant plus qu'elles peuvent se confondre avec un autre genre qui est la politique fiction. Mais là, c'est réellement un autre monde. Il y a quand même quelque chose que je ne comprends pas. Le steampunk alors, c'est une uchronie ou non? Oui, c'est une uchronie qui s'ignore. En fait, le steampunk a complètement mis de côté ce qui s'appelle le point de divergence. Ça se situe en fait souvent au moment de l'Angleterre victorienne, enfin plus précisément de l'Angleterre édouardienne de la fin du 19e siècle, début 20e. On le retrouve également en France, mais où nous on utilise plutôt tout ce qui est début 20e, voire même Belle Époque. À un moment, on considérait que l'un des paradigmes les plus difficiles à dépasser du steampunk, cela restait justement la Première Guerre mondiale, mais on commence justement à le réutiliser, ou voire même à l'employer d'autres manières. Par exemple, voir, même s'il est arrivé difficilement chez nous, mais vous pouvez toujours le trouver sur internet, l'excellent documentaire War of the World, qui imagine en fait que la guerre des mondes a lieu, mais pendant la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas de Première Guerre mondiale, il y a une invasion martienne, et l'Europe est obligée de se liguer, j'allais dire, entre l'Allemagne, la France, l'Angleterre et autres, pour pouvoir stopper l'invasion martienne et, j'allais dire, les annihiler. Et le tout fait sous un style de documentaire, comme si les événements avaient réellement eu lieu et qu'ils avaient impacté, entre guillemets, l'histoire mondiale. Tout cela avait été fait par la BBC, en fait, en hommage à l'anniversaire, en fait, de la publication de La Guerre des Mondes de H.G. Wells. Alors, c'est pas en France qu'on va avoir droit à un documentaire mettant en scène un Nautilus, j'allais dire, triomphant, qui fonctionnerait, qui aurait été lancé par une république où Jules Verne aurait été élu président, mais on peut toujours l'imaginer. Parlons des uchronies de fantasy et des uchronies fantastiques. À une uchronie classique, on incorpore des éléments de fantasy ou des éléments fantastiques. Par exemple, ici, dans La Serre, le détective des dieux, on se retrouve dans les années 30, mais les dieux égyptiens, mais aussi grecs et romains, existent et se mêlent beaucoup de la vie des êtres humains. C'est bien joli l'Uchronie, mais peut-il y avoir de l'Uchronie dans l'Uchronie? Oui,
Tu peux avoir en fait un point de divergence entre guillemets uchronique et ensuite une autre divergence uchronique. Cela se voit par exemple dans la très belle œuvre de Roland C. Wagner, Rêve de gloire, où il y a énormément en fait de points de divergence uchronique. Le tout est de trouver le premier, qui est assez difficile à trouver. Ensuite, on s'aperçoit que celui-ci a fait, c'est un peu comme jeter en fait un caillou dans un lac, et tu as en fait des, j'allais dire des ondes. Et bien en fait, chaque onde, c'est un point de divergence qui en amène un autre, puis un autre, puis un autre. Roland C. Wagner a mis près de 10 ans à écrire son œuvre, et ce qui l'intéressait justement, c'était de pouvoir montrer qu'à partir de tel point de divergence, on pouvait en aboutir à un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Ouais, et on en retrouve aussi parfois dans les comics. Oui. À l'origine, en fait, il y avait eu deux courants parus chez les deux éditeurs principaux de comics, DC Comics et Marvel. DC Comics avait lancé sa collection sous le nom de Elseworld. La première, en fait, mettait en scène un Batman qui combattait un Jack l'Éventreur qui débarquait dans un Gotham à la fin du 19e siècle. Elle a été réadaptée brillamment ces dernières années sous forme de dessin animé qui revoyait complètement l'œuvre et qui reste une œuvre absolument fantastique, et Marvel leur a emboîté le pas en faisant ce qu'ils ont appelé les What If, des SI. Alors les deux avaient des histoires, j'allais dire, divergentes, c'est le cas de le dire. DC Comics voulait mettre en scène le fait que ces héros, même envoyés dans des mondes différents, par exemple si Superman avait atterri dans la jungle africaine et était devenu l'équivalent de Tarzan, et si Superman avait combattu pendant la guerre de sécession, ainsi de suite, eh bien il resterait envers et contre tout des héros. Tandis que chez Marvel, il y avait eu l'idée de prendre en fait des éléments clés de grands moments en fait de leur histoire, j'allais dire propre par exemple à X-Men, à Spider-Man ou autre, en imaginant un récit généralement nettement plus sombre. Par exemple, et si Spider-Man avait pu sauver Gwen Stacy, est-ce que ça leur a été pour les mieux? Et si les 4 Fantastiques avaient survécu en fait à leur passage dans l'espace, mais étaient revenus sans pouvoir ou avec des pouvoirs différents? Et si Fatalis avait enfin gagné, vu que ce personnage qui a beau être un grand méchant est un quand même des plus emblématiques et des plus intéressants qui a été développé. Sinon à côté tu as aussi eu j'allais dire des uchronies popcorn comme et si le Punisher éradiquait la totalité de l'univers Marvel parce que quelqu'un le payait pour faire cela. C'est à chaque fois des petits trucs où on sent que ça oscille entre légèreté, remise en cause, de grands pouvoirs amènent de grandes responsabilités, mais aussi un pur moment de divertissement. Parlons des uchronies de fiction. Alors ces uchronies prennent place dans des univers qui n'existent pas, des univers de fiction. Par exemple, ici, Disney qui revisite tous ses dessins animés, un par un. Ici, on a Le Belle et la Bête, qui est revue et différente. Ou encore en comics, ici, Superman Red Son, qui au lieu d'arriver aux États-Unis, atterrit dans la campagne de l'Union soviétique. Et donc ça nous donne bien un Superman, c'est-à-dire un super-héros avec tous ses pouvoirs, mais disons que le propos politique est très très différent. Il existe de nombreux films qui parlent de voyage dans le temps, comme par exemple la saga des Terminator, les Retours à le futur, ou encore des films comme Nimitz ou les Guerriers de l'Apocalypse. Lorsque les personnages remontent le passé pour tenter de changer le futur, peut-on parler d'uchronie, ou s'agit-il d'un autre genre? Ça devient une uchronie. Le voyage dans le temps, en fait, a été un des moyens les plus simples de pouvoir expliquer à tout un chacun, j'allais dire en utilisant ce moyen-là, regardez, en fait, on a modifié un événement et ça change l'histoire. Cela se voit notamment, justement, dans Retour vers le futur 2, où le héros s'aperçoit que l'histoire a été modifiée en revenant dans une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus chaotique, qui n'a pas du tout suivi, en fait, l'histoire telle qu'il la connaît. Où Biff Tannen est devenu le véritable maire de la ville. Tu le retrouves dans pas mal d'autres qui ont lancé aussi des genres à part entière. Par exemple, Un jour sans fin, Grand Dog Day, qui a lancé en fait la mode des boucles temporelles, que l'on retrouve aussi dans un des derniers films avec Tom Cruise, Live Die Repeat, qui était sorti à l'origine sous le terme de Edge of Tomorrow, qui lui en fait avait une particularité, c'était que c'était à l'origine un light novel japonais,
qui avait été adapté en manga et qu'Hollywood avait acheté pour voir s'il y avait possibilité d'en faire un film qui a relativement bien marché. Alors maintenant, j'allais dire, il y a toujours des différences entre les deux, c'est que le côté japonais avait un côté nettement plus sombre au niveau de sa fin. Pour les Japonais, en fait, c'était juste une bataille qui a été remportée, mais la guerre continuait, tandis que les Ricains, généralement, font des films qui sont des boucles complètes où à la fin, la situation est terminée et on passe à autre chose. Même s'il y a de fortes rumeurs qui courent depuis des années, mais j'allais dire c'est typique à Hollywood, comme quoi il y aurait une suite qui remettrait le couvert à nouveau avec Tom Cruise et ainsi de suite. Ça a développé en fait des genres à part entière qui sont des uchronies personnelles à boucle où le personnage en fait tente de modifier l'histoire jusqu'à ce qu'il arrive à une histoire entre guillemets parfaite qui revienne sur les rails et où il gagne pour ainsi dire à tous les tableaux. Ça s'aperçoit, on en retrouve, que ça soit en comédie sur Netflix ou ailleurs, où généralement ça se situe au moment d'un mariage, où le personnage fait face à un choix, où il répond négativement dans une première fois, et il va être obligé de revivre ce choix jusqu'au moment où il comprend en fait qu'il doit apporter soit telle ou telle solution, voire même se laisser aller et ne pas essayer de tout contrôler. Finalement, y a-t-il un message derrière l'Uchronie ? Alors à l'origine, le message était plutôt pessimiste. L'Uchronie, c'est une notion de regret. Les premières œuvres uchroniques, effectivement, mettent en scène un empire napoléonien qui devient conquérant. J'allais dire ce sont des œuvres regrettant effectivement l'épopée napoléonienne et le fait que celle-ci se soit arrêtée de manière abrupte, d'où le fait qu'on tombe par moments sur des obsessions qui vont être récupérées justement, comme tu en as parlé à un moment, par des militaires, et si telle bataille avait été gagnée plutôt qu'être perdue, et si Waterloo avait été remporté par Napoléon, bon maintenant on sait que ça n'aurait pas changé grand-chose à la situation, et si les sudistes avaient remporté la bataille de Gettysburg, ça aurait très certainement amené une guerre encore plus compliquée, j'allais dire, qu'elle ne l'a été. Donc à l'origine, ne pas oublier cette notion de regret. Avec l'arrivée du XXe siècle et le fait que l'Uchronie bascule, j'allais dire change de paramètre, en basculant sur une espèce de thématique où elle était énormément utilisée par les historiens qui s'amusaient à imaginer et si, mais sans que ça soit, j'allais dire, tout l'intérêt de leur essai, c'était juste on peut imaginer ceci. Tu développes 5 lignes et puis après tu arrêtes ta blague et puis tu redeviens sérieux. Et dire après, ça a été emparé par la SF. Et l'un des premiers grands paradigmes, ça reste effectivement, et si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Tu as des œuvres chroniques qui sont quasiment écrites au lendemain de la guerre, et là on tombe sur une autre thématique, c'est la peur. Et si finalement un système totalitaire inhumain avait réussi à gagner et s'était imposé. C'est ce qu'on retrouve dans Philippe Cadic, le maître du haut château, que ce soit dans le roman ou dans la série télé qui a été développée par Amazon et qui a servi, entre guillemets, j'allais dire, de climax pour instaurer finalement des œuvres où on revoit un peu, on essaye de réexpliquer qu'est-ce que c'était que la réalité nazie et comment celle-ci pouvait être perçue, voire même subie par des millions, si ce n'est des milliards de gens. Et petit à petit, en fait, on en est arrivé à en faire déjà un élément symptomatique de la science-fiction. Et grand paradoxe s'il en est, ça recommence à être étudié par les historiens, parce que ceux-ci s'aperçoivent que c'est toujours intéressant d'avoir un regard historique d'avoir un regard critique par rapport à l'histoire, en montrant qu'au contraire, celle-ci n'est pas linéaire. C'est tout un tas d'embranchements où par moment on ne s'attend absolument pas à ce qu'on ait pris justement tel embranchement plutôt que tel autre, ce qui montre que l'histoire ne suit pas un long fleuve tranquille, pour ainsi dire, mais qu'il y avait des possibilités pour qu'on bascule sur autre chose, et c'est toujours intéressant justement pour pouvoir replacer celle-ci dans un grand ensemble, entre guillemets, et montrer tout ce qui en fait sa richesse. Avec l'Uchronie, toutes les hybridations sont possibles. Roman historique, roman de science-fiction, roman philosophique, roman politique, roman policier, thriller et même roman sportif, comme par exemple cette Uchronie autour de l'équipe de France de foot. Komatana. Peut-être pourriez-vous m'aider dans ce cas. Comment faire pour partir de ces mondes uchroniques situés dans des espaces-temps à n'en plus finir? Existe-t-il un point de divergence vers lequel je pourrais m'orienter? J'ai une idée. Rends-toi sans plus attendre dans la zone 51. Je pense que tu trouveras là-bas, sans trop de difficultés,
des personnes exceptionnelles, bourrées de talent, avec les moyens qu'il faut pour t'aider à te sortir de cette situation qui semble inextricable, mais qui, crois-moi, ne l'est pas tant que ça. Dans la zone 51, tu trouveras un ordinateur, un vieil ordinateur, au deuxième sous-sol. Sur cet ordinateur, tu trouveras le code pour un monde meilleur. Connecte-toi et je suis sûr que tu t'en sortiras. Tiens, encore la fameuse zone 51. À croire que quelle que soit l'Uchronie, on a toujours affaire aux aliens. Hein? Nani? C'est quoi ça encore? Je crains fort qu'il te faille retourner à l'aventure, mon cher compatriote. Damelayor, il est hors de question que j'y retourne. Et puis d'abord, je fais comment pour y aller là-bas? Les aliens, il manquait plus que ça. C'est vraiment du n'importe quoi. Oh bah bravo. Wakata, wakata. Ja, ima, do desu ka? J'ai réglé tes paramètres, c'est mieux? 私たちの使命を完了する確率は4840分の1です。ちょっと待って、どこへ行きますか？ Clarishka, Shizukane. J'ai cru entendre quelque chose. Hein, qu'est-ce que... Hé! Les images de tout à l'heure, ça revient. La Steam Garden. Bon, eh bien Clarishka, direction Neo-Tokyo. Sur place, il nous faudra trouver ce fameux endroit rétro-futuriste. Si on arrive à contacter les inventeurs de Tokyo, on a peut-être une chance de rentrer. Enfin, c'est ce que j'ai dit la dernière fois avec la Brest Steampunk Society. Ma, ikedo-sa. Hein? Mata! Hein? C'était quoi ça? Yosh, ikuzo!
ます